Tu es conscient de la puissance du no-code et tu veux te lancer en tant que développeur freelance Bubble, mais tu sais pas par où commencer? Et le fait de te lancer tout seul dans un secteur qui est relativement nouveau, ça te fait peur? En gros, t'es un peu perdu et tu te poses plein de questions. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour te lancer sereinement en tant qu'indépendant sur Bubble. Quel type de mission tu vas pouvoir réaliser, comment trouver tes premiers clients, comment définir tes tarifs, les bonnes pratiques à mettre en place avant, pendant et après tes missions, et surtout comment t'assurer que tout se passe bien. Alors moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxime Gadras, je suis développeur Bubble freelance depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai créé pas mal d'applications, que ce soit pour mes clients ou même pour moi. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais t'expliquer tout ce que je sais. Alors surtout, avant de commencer, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci et n'hésite pas à la partager si tu connais d'autres gens qui veulent se lancer en tant que freelance. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors ces derniers temps, la demande elle explose. Les gens se rendent de plus en plus compte de la puissance des outils no-code comme Bubble. Et en effet, sans rentrer dans la vieille guéguerre code pur versus no-code, faut avouer que ces outils ils sont quand même relativement moins chers à mettre en place et ils permettent de développer beaucoup plus rapidement. En tout cas, d'itérer beaucoup plus rapidement. Et le bénéfice, il est évident, que ce soit pour un porteur de projet, un jeune wannabe entrepreneur, ou même un département d'entreprise qui n'a pas beaucoup de budget pour mettre en place un outil en interne. D'ailleurs, pour ces derniers, ça leur permet d'avoir des solutions personnalisées à moindre coût, là où auparavant, il aurait fallu soit payer un développeur ou une agence, ou alors prendre une solution sur étagère qu'il aurait été très difficile de personnaliser en fonction des processus internes de l'équipe ou de l'entreprise. Alors attention, Bubble, c'est pas que pour du petit budget. C'est une solution qui, même si elle est appelée no-code, d'ailleurs le terme juste serait plutôt low-code, en fait elle est assez technique, donc on peut avoir des budgets qui sont très petits comme des budgets assez énormes pour des projets complexes. Et quand je dis énorme, je veux bien dire des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros. À cela s'ajoute le fait que Bubble veut toucher de plus en plus le B2B et passe donc énormément de process et de certifications pour rassurer ce type de clients et se mettre en conformité avec les attentes actuelles, notamment au niveau de la sécurité des données. En tant que développeur freelance Bubble, les opportunités elles sont donc nombreuses. Autre avantage, si vous êtes prêt à prendre le temps de vous former correctement, il y a quand même une assez grosse barrière à l'entrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Bubble c'est un outil low-code qui est quand même complexe à maîtriser de manière professionnelle. On peut rapidement faire des choses qui fonctionnent, ça ne veut pas dire qu'on est un expert dessus. Donc si vous prenez le temps de vous former, que vous montrez que vous maîtrisez votre sujet, vous allez être bien au-dessus de la masse de tous les autoproclamés experts Bubble. Et là, vous avez une carte à jouer. Alors, quels sont les types de missions que vous pouvez faire en tant que développeur Bubble freelance? Alors, il y a deux grandes typologies de missions. Il y a les missions que vous allez effectuer seul et les missions que vous allez effectuer en équipe. Alors, pour ce qui est des missions que vous allez réaliser seul, vous pouvez par exemple bosser sur des MVP pour des startups qui ont besoin d'avoir une première version de leur produit. Vous allez leur développer ce produit. Vous allez également pouvoir travailler avec des départements internes d'entreprise, par exemple un directeur commercial ou un directeur marketing qui a besoin d'un outil interne pour, je sais pas, suivre des campagnes de ads par exemple. Eh bien, vous allez travailler en partenariat avec cette équipe pour leur développer cet outil qui est complètement personnalisé et qui correspond à leurs besoins en interne. Vous allez également, par exemple, pouvoir arriver sur une application, alors que ce soit auprès d'une startup, d'un porteur de projet ou d'un département d'entreprise, qui a déjà été développé en amont par un autre développeur Bubble, et vous allez arriver pour soit faire des ajouts, soit corriger des bugs. Enfin, il y a les missions que vous allez pouvoir réaliser à plusieurs. Alors là, il y a deux grands types de missions. Il y a les missions où vous allez être parachuté dans une équipe qui est déjà constituée. Donc ça, c'est plutôt au sein des entreprises. Vous allez arriver en tant que développeur Bubble et vous allez faire équipe avec un chef de projet, un UX, UI designer, etc. pour réaliser une application. Ou alors vous allez pouvoir, au sein d'un collectif que vous aurez rejoint en amont, réaliser une application dans le cadre d'un gros projet. Et là, vous allez bosser avec vos collaborateurs freelance pour pouvoir satisfaire le client. Pour ce qui est de la durée des missions, il n'y a pas vraiment de règles, ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Moi-même, j'en ai fait énormément et honnêtement, il y a certaines missions qui ont duré 4 jours et d'autres 4 mois. Donc en fait, ça dépend totalement du besoin de la personne en face de vous et de la complexité du projet. Alors il y a deux grandes choses à garder en tête si vous voulez trouver vos premières missions. Un déjà, c'est être au point techniquement. Surtout ne vous lancez pas si vous avez des lacunes au niveau de Bubble. Et deux, c'est que vous vous rendiez visible. Il faut que vous rendiez visible votre travail, votre savoir-faire pour que les clients
puisse avoir confiance en vous et envie de travailler avec vous. Alors première étape déjà, c'est apprendre à se servir de Bubble. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup trop de gens qui se considèrent, en tout cas qui s'autoproclament experts Bubble, alors qu'en fait ils ont juste créé quelques apps qui fonctionnent, mais qui ne respectent absolument pas les bonnes pratiques de sécurité et d'optimisation des performances. Donc surtout, prenez le temps de bien vous former, soyez à l'aise avec tous les cas de figure, les cas d'usage que vous pourrez rencontrer dans le développement de futures applications. D'ailleurs, pour ça, il y a ma formation Masterclass Bubble qui existe, je vous mettrai le lien dans la description. Deuxième étape, ou en tout cas première étape bis, vous pouvez passer la certification Bubble qui est sortie il y a quelques mois. C'est un gros QCM d'environ 3 heures que vous allez pouvoir passer et qui va attester d'un certain niveau technique dont vous avez fait preuve pendant l'examen. Ça permet de rassurer les clients et de montrer que vous n'êtes pas un débutant. Troisième étape, faites des side projects pour vous entraîner. Alors des petites applications, ça pas forcément des projets que vous allez être amené à monétiser, c'est simplement faites des applications qui ont pour vocation à accueillir des utilisateurs. Ça va vous mettre en condition, ça va vous faire réfléchir et ça va vous permettre de réaliser des apps fonctionnelles qui permettent d'avoir des vrais cas d'usage. L'étape suivante, bien sûr, c'est de regrouper tous ces side projects dans un portfolio. Alors un portfolio, c'est quoi? Un site internet en fait que vous allez créer, dans lequel vous allez afficher tous vos side projects, vos applications, les applications que vous avez créées. Donc ça peut être vos applications ou même les applications que vous avez créées pour vos clients. Alors au début, vous allez avoir que vos applications, mais au fur et à mesure que vous allez trouver vos premières missions, vous allez pouvoir intégrer les apps de vos clients. L'idéal, c'est d'avoir un peu un mix des deux pour montrer que vous êtes capable de faire tout type d'application. Ensuite, c'est de communiquer. Alors moi, ce que je peux vous conseiller lorsque vous débutez, c'est LinkedIn. C'est une réponse assez évidente, mais en fait, publiez sur LinkedIn, faites des posts sur Bubble, sur comment faire telle ou telle chose dans l'éditeur, montrez ce que vous faites au quotidien, sur quelles apps vous travaillez, les défis, les challenges que vous avez à relever dans le cadre du développement des applications, que ce soit les vôtres ou celles de vos clients. Ça va permettre aux gens, de vous remarquer, de savoir que vous êtes développeur freelance, et en plus de voir que vous vous y connaissez, ils vont pouvoir se projeter dans votre travail. Donc ça, c'est super important de communiquer. Donc LinkedIn, c'est la première plateforme, mais vous pouvez également publier sur X, Twitter, alors Instagram je ne vous le conseille pas forcément, ou YouTube en faisant des vidéos. Alors, moi je fais des vidéos tuto, mais vous pouvez faire pas mal d'autres vidéos pour justement montrer votre quotidien et montrer ce que vous savez faire. Vous pouvez également vous inscrire sur des plateformes, des marketplaces de freelance comme Malte, qui est la plus connue, où là vous allez pouvoir également afficher votre portfolio dans votre profil et ça va permettre à vos premiers clients de vous trouver beaucoup plus facilement. Donc ça c'est une bonne chose je pense quand on débute. 1. Faites votre portfolio sur un site à part, communiquez et 2. Enregistrez-vous sur ces marketplaces, ça va vous permettre d'avoir rapidement des premiers projets. Enfin, autre option qui peut être intéressante, c'est pas forcément pour les plus débutants, mais dès que vous aurez pris un petit peu de grade, ça pourra le devenir, c'est rejoindre un collectif de freelance. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est de rejoindre un groupe de freelance avec des compétences complémentaires, donc par exemple un freelance UI, UX designer, un freelance chef de projet, vous en tant que développeur Bubble, et vous allez pouvoir en groupe répondre à des projets qui sont quand même beaucoup plus gros que ce que vous auriez pu prendre en étant juste tout seul. En plus, l'avantage d'un collectif, c'est que chacun ramène ses propres prospects, donc vous avez plus de chances d'effectuer des projets avec très peu de temps de latence entre. Alors ça y est, vous avez enfin décroché votre premier client, vous avez reçu votre première demande, la personne elle veut travailler avec vous, félicitations! Dans cette partie, je vais vous parler des bonnes pratiques à mettre en place, que ce soit en amont de la mission, pendant ou après, pour vous assurer que tout va bien se passer, que ce soit au niveau du paiement, au niveau de la gestion du projet, ou même vous, au niveau de votre développement. Alors dans un premier temps, on va partir du principe que vous êtes tout seul, on va éliminer le cas du collectif. Faut bien garder en tête que puisque vous êtes seul, vous allez devoir endosser la casquette de chef de projet. C'est vous qui allez devoir tout gérer pour vous assurer que tout se passera bien de A à Z pendant ce projet. La première chose à faire donc, c'est demander à votre client un cahier des charges détaillé. L'idéal, et moi c'est ce que je fais, c'est de faire un premier call pour lui poser pas mal de questions, surtout le laisser parler pour qu'il vous explique tout ce qu'il a en tête pour cette application. Il faut vraiment qu'il vous donne le maximum d'informations pour que vous puissiez bien les intégrer, d'accord, et les comprendre. Il faut bien que vous gardiez en tête que les gens qui vont venir vous voir, ils n'ont pas forcément un background technique. Ils vont vous dire, moi je veux une fenêtre ici, je veux que l'utilisateur il puisse s'inscrire sur un formulaire. Ça va être à vous d'intégrer toutes ces informations et ensuite de les comprendre et de les transcrire en notions techniques. C'est-à-dire que quand la personne vous parle de fenêtre, il parle peut-être en fait d'une pop-up. Ça c'est à vous de vous poser les bonnes questions et ensuite d'en parler avec votre client.
La seconde étape qui est super importante, une fois que vous avez ce cahier des charges qui a été donné par votre client, eh bien c'est de le reformuler et de le réécrire. Moi je refais un autre cahier des charges que j'ai rédigé et que je renvoie à mon client. Sauf que dans ce cahier des charges, on a les bons termes techniques pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et je demande à mon client de le revalider. Comme ça on est bien sûr qu'on s'est bien compris et il n'y aura pas de surprise pendant la prestation où notre client vient nous voir en disant « Ah oui mais alors moi j'avais dit ça mais en fait je pensais à ça ». Non, non. On a tout vu en amont, on a validé ensemble, maintenant la prestation peut se dérouler et il n'y a pas de fonctionnalité surprise à ajouter au bout de 2 semaines et qui n'était pas prévue. Parce que ça peut être dramatique pendant le développement. Et attention, cette étape, elle est vraiment très importante parce que c'est vraiment ce qui va faire le cadre de votre mission. Des surprises pendant le développement, comme par exemple la demande d'une fonctionnalité qui n'était pas prévue au départ, ça peut vraiment mettre en danger votre rentabilité sur la mission. Vous avez un TJM qui est fixe en fonction du projet. Si vous rajoutez du temps de développement, en fait, ce TJ va baisser, il va baisser, il va baisser. Et il ne faudrait pas que vous vous retrouviez en situation de non-rentabilité par rapport au temps passé à travailler sur ce projet. Autre bonne pratique, c'est de vous assurer de toutes les prestations qu'il va falloir réaliser pendant cette mission. L'exemple le plus concret que je puisse vous donner, c'est les maquettes. La personne, elle vient vous parler d'une application, assurez-vous que, 1, il existe des maquettes. Si oui, est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles respectent les bonnes pratiques du UX? Ou est-ce qu'elles sont complètement un peu fantaisistes? Ou alors est-ce que c'est juste des wireframes et vous allez devoir faire un travail derrière? L'important, c'est d'anticiper le travail que vous allez devoir faire. S'il n'y a pas de maquette, très bien, il va falloir en faire. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Oui, non. Mais dans tous les cas, il va falloir prévoir du temps pour la réalisation de ces maquettes. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans votre devis. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il arrive que des clients viennent me voir en me disant « Oui, oui, j'ai des maquettes, il n'y a pas de problème. » Et en fait, on se rend compte au bout d'une semaine après le démarrage de la mission qu'en fait, elles sont pas top les maquettes et qu'il va falloir passer 2-3 jours à tout revoir avec le client pour être sûr que tout corresponde et que tout soit à l'état de l'art. Et ça, pareil, si on passe trop de temps sur quelque chose qui n'était pas prévu, ça fait baisser la rentabilité. De manière générale, de toute façon, tout ce qui est prévu et validé en amont, ça vous fera gagner du temps par la suite. Autre bonne pratique, c'est en amont de la mission, de penser à sensibiliser son client sur les délais de réponse. Dans ce type de prestation, le développement d'application, il y a pas mal de choses à faire valider par son client. Que ce soit le design d'un bouton, la mise en page de certains éléments, etc. On ne peut pas tout prévoir en amont non plus. Donc c'est important de sensibiliser votre client en lui disant « Si j'envoie quelque chose à valider, il ne faut pas mettre 72 heures à me répondre. » Parce qu'en fait, ces temps que votre client va passer et va traîner à vous valider, ils vont s'accumuler au bout d'un moment et c'est vous qui allez être embêté à la fin de l'émission parce que vous serez en retard. Et croyez-moi, dans ce cas de figure, le client, il vous remettra toujours la faute sur vous. Autre bonne pratique, ça paraît évident, mais je préfère le redire, pensez à mettre des warnings à vos prospects, cette fois-ci, je ne parle pas de clients. N'hésitez pas à refuser des projets si vous voyez que c'est en dehors de votre scope de compétences. Ça sert à rien de se vendre comme un expert si vous ne l'êtes pas, parce qu'après, votre client, il va être déçu. Et vous aussi. Personne ne sera gagnant dans une situation où quelqu'un vient vous voir en pensant que vous avez les compétences pour réaliser quelque chose et qu'en fait, au bout de quelques semaines, la personne se rend compte que vous pataugez complètement, que le projet prend du retard. Vous allez être stressé et vous allez avoir du mal à aller au bout de votre mission et la personne, en plus, elle va avoir un avis négatif sur vous. Personne n'a rien à y gagner. Si vous sentez que le projet est complètement en dehors de votre scope, il vaut mieux le laisser passer pour pouvoir prendre un projet plus adapté un peu plus tard. Attention également à la durée de la mission. Il faut toujours prévoir une petite marge sur la durée estimée de la mission. Je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette partie, mais si vous travaillez plus que prévu, au bout d'un moment, si ça s'accumule, en fait, vous allez vraiment travailler dans le rouge et ça va pas du tout être agréable pour vous. Il n'y a rien de pire que de passer son temps à travailler et en plus de savoir qu'on n'est pas rentable. Enfin, dernière bonne pratique, et là c'est pas que pour les développeurs freelance, c'est pour tous les freelances de manière générale, pensez toujours à demander un acompte avant le démarrage de la prestation. Ne commencez jamais à travailler avant d'avoir reçu une partie du budget global sur votre compte. Ces acomptes, ils peuvent aller de 30 à 50%, c'est à vous de voir, moi généralement je demande 30%. Ça permet aussi d'inclure le client dans la prestation, ça permet de le responsabiliser et vous, ça vous permet de vous rassurer financièrement en ne commençant pas à travailler à vide, on va dire. Partie très importante que je sais que beaucoup d'entre vous attendent, comment estimer son pricing, comment estimer ses tarifs. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas se sous-vendre, ça sert à rien, parce que vous allez travailler avec le couteau sous la gorge, mais il ne faut pas se survendre non plus. Ça sert à rien de vendre une prestation très très chère si vos compétences ne sont pas au niveau.
Généralement, comment on évalue son tarif? Eh bien, on fait ce qu'on appelle une évaluation par rapport au TJM, tarif journalier moyen. Le tarif journalier moyen, comme son nom l'indique, c'est combien votre client va vous payer par journée travaillée. Alors, dans les développeurs freelance Bubble, il y en a pas mal, il y a une grosse fourchette. D'accord, ça peut aller de 200 à plus de 1000 euros par jour. Ça dépend totalement, un, du projet et deux, de la réputation et de l'expertise du freelance. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez vous rendre sur Malte, taper développeur Bubble et vous regardez un petit peu les TJM et les portfolios des freelances pour vous essayer de vous situer en fait et de vous dire bon bah moi je suis plutôt à 300 ou plutôt à 400. Pour débuter, généralement entre 300 et 400 c'est bien, c'est un tarif correct. Je vous ai parlé tout à l'heure d'estimer son temps passé au global sur le projet, son temps de réalisation, qui va vous permettre de calculer votre budget global à donner à votre client pour le développement de l'application donnée. Alors là, c'est assez... moi, je vais vous donner ma méthode à moi, c'est-à-dire que je prends le cahier des charges du client, d'accord ? Je prends plutôt mon cahier des charges qui a été reformulé, je découpe toutes les fonctionnalités en blocs et j'estime une durée de temps pour chaque bloc, d'accord, de fonctionnalités. Et à chaque fois, je rajoute une petite marge au cas où il y aurait des imprévus. Et attention, il y en a toujours des imprévus. Ça me permet à la fin d'additionner le temps passé sur chaque bloc et d'avoir un temps global qui me permet de calculer mon budget. Et je me permets de vous le redire, gardez bien en tête que ça sert à rien d'être trop short sur les deadlines, ça ne sera pas agréable pour vous et ce ne sera pas agréable pour le client si vous venez à être en retard. Et en même temps, soyez honnête, ne prévoyez pas trop de marge non plus, ça ne sert à rien de facturer votre client pour du temps sur lequel vous ne travaillez pas. Donc au début, vous allez voir, c'est pas forcément évident, vous allez être un petit peu dans le flou, mais avec l'expérience, vous allez de mieux en mieux estimer votre temps passé et pouvoir augmenter votre TJM pour afficher un prix qui est correct. Alors comment organiser son projet une fois qu'on a signé, une fois que tout est bon et qu'on attaque le développement? Alors personnellement, j'utilise un dérivé du framework Scrum. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Scrum c'est une méthode de travail, une méthode de gestion de projet qui est beaucoup utilisée dans les projets digitaux, qui permet de réaliser des projets techniques complexes en les divisant par étapes, appelées sprint, avec des réunions régulières pour s'adapter et améliorer le projet en cours de route. C'est ce qu'on appelle un framework agile. Alors comment je mets en place ce framework dans mon organisation? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de blocs de fonctionnalités. Eh bien ces blocs de fonctionnalités, moi je les répartis en sprints. Un sprint, comme je viens de vous le dire, c'est une session de travail qui s'étale sur plusieurs jours. Alors généralement, moi, elle dure entre 7 et 10 jours. Et donc pendant ces 7 à 10 jours, eh bien, je vais développer un certain bloc de fonctionnalités. À chaque fin de sprint, je réalise avec mon client ce qu'on appelle une sprint review, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été réalisé. Mon client peut me faire des retours, il peut tester, on peut ajuster en fonction de ces retours le développement et on annonce ce qui va être développé dans le sprint suivant. Petit conseil au passage, votre client il appréciera énormément si vous lui donnez un maximum de visibilité sur le projet. C'est jamais très agréable de payer un prestataire qui vous dit merci, je prends votre cahier des charges et à dans 2 mois, on se revoit à la fin. Et puis généralement dans ce type de projet, à la fin des 2 mois, il reçoit son application, sauf que c'est trop tard, il ne peut plus rien améliorer et généralement, il n'est pas content. Donc c'est aussi le gros avantage de ma méthode, c'est que ça permet toutes les semaines de faire des points avec le client, il n'est pas tous les jours derrière votre épaule. Par contre, vous pouvez ajuster les développements en fonction des retours et être assez agile pour pouvoir délivrer une application qui convient parfaitement à ses besoins. Autre conseil que j'ai à vous donner, en amont de chaque prestation, réalisez un rétro-planning. Donc ce rétro-planning c'est quoi? C'est que vous allez mettre sur chaque semaine de la prestation, sur chaque sprint, ce que vous allez développer, les différents blocs de fonctionnalités. Donc moi par exemple j'utilise Trello pour ça, et vous allez le partager à votre client. Ça va encore une fois vous permettre de lui donner de la visibilité, de le rassurer parce qu'il saura sur quoi vous êtes en train de travailler à tel instant. Et en plus pour vous, ça vous permet de vous cadrer et de ne pas vous éparpiller pendant le développement. Attention par contre, prévoyez toujours dans votre rétro-planning des créneaux pour tester et corriger les bugs. C'est une erreur commune que font les débutants, ne pas prévoir de temps pour corriger les bugs et souvent ça crée du retard. Alors petite partie sur comment se former. Alors moi le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est dans un premier temps de regarder énormément de tutos sur YouTube. Il y en a en français, il y en a en anglais. Alors bien sûr je vous encourage à regarder les miens, j'en ai fait plein, mais honnêtement il y en a plein d'autres. N'hésitez pas, regardez des heures et des heures et des heures de tutos, entraînez-vous, refaites des applications qui sont faites dans les tutos. Moi-même sur ma chaîne j'en ai une où je vous apprends à créer une application de gestion de tâches, un clone de Slack, enfin il y en a pas mal. Ça vous permet déjà d'apprendre les bases et de commencer à développer des mécanismes de réflexe et de réflexion aussi
sur l'outil Bubble. Ensuite, c'est de suivre une formation, je dirais, professionnelle, c'est-à-dire une formation qui est bien construite, qui n'est pas un simple tuto guidé. Et pour ça, il y a la mienne, la Masterclass Bubble. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Il y a plus de 18 heures de formation avec des modules théoriques et des modules pratiques pour justement mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Il y a également des applications concrètes que vous allez créer. Une application streaming, un CRM, une marketplace. Ça va vous permettre de voir l'ensemble des cas d'usage que vous pourriez rencontrer en tant que freelance. Ça va vraiment vous entraîner, vous permettre de progresser. Petit conseil d'ailleurs par rapport à ça, et je l'ai un peu dit en début de vidéo, surtout ne vous lancez pas trop tôt. Ça sert à rien de vouloir brûler les étapes, d'aller voir des potentiels clients en leur disant que vous êtes expert Bubble et que vous pouvez créer toutes leurs applications si vous n'êtes pas prêt. C'est le meilleur moyen de passer un très mauvais moment pendant une prestation de développement où votre client ne va pas être content parce qu'il va se rendre compte que vous n'êtes pas au niveau et vous allez être stressé et ça va vous dégoûter de développer sur Bubble. Donc prenez le temps de vous former, prenez le temps d'apprendre, de créer votre portfolio tranquillement, de créer plusieurs types d'applications et une fois que vous sentez que vous êtes prêt, là vous pouvez commencer à recevoir, en tout cas à aller prospecter vos premiers clients. Autre conseil que j'ai à vous donner, fréquentez le forum Bubble. Bubble est un outil qui a la chance d'avoir une communauté qui est super active. Le forum officiel en est la preuve, il y a énormément de posts, énormément de questions-réponses, donc surtout allez là-bas, créez-vous un compte, il faut que ça devienne votre deuxième maison pendant quelques mois, parce que vous allez voir, vous allez énormément progresser avec les autres bubblers. À ce sujet, il y a également mon Discord Bubble Maker, où il y a pas mal de bubblers francophones cette fois-ci qui sont dessus, vous pouvez venir poser vos questions, montrer vos projets, c'est super intéressant, pareil je vous mets le lien dans la description. Pour terminer, parlons en 2 mots des bonnes pratiques pendant la mission. Surtout, faites une documentation, c'est professionnel et ça permet à votre client d'avoir quelque chose, un document technique qui pourra être transmis à un autre développeur dans le futur parce que c'est pas dit que vous restiez avec ce client toute votre vie. Peut-être que la personne va utiliser l'application et puis va ensuite recruter un développeur en interne. Eh bien, il faut qu'il y ait une documentation sur le fonctionnement de l'application que vous venez de développer pour que vous puissiez, en tout cas pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre le développement après vous. Donc très important de faire une documentation au fur et à mesure que vous développez. Utilisez une règle de nommage et vous y tenir, d'accord? Chaque élément dans l'éditeur Bubble doit être nommé de la même manière, les groupes, les images, etc. Ça permet de mieux s'y retrouver. Et c'est surtout très utile lorsqu'on a une très grosse application et lorsqu'on a énormément d'éléments sur la page, ça permet de très rapidement avoir une bonne visibilité. Utilisez des codes couleurs pour les workflows. Là encore une fois, ça sert pour identifier ce que font les workflows. Moi j'ai mon propre code couleur où le bleu va être la navigation, le vert va être tout ce qui est modification, ajout dans la base de données, le violet va être lié au back-end workflow, etc. C'est important d'avoir ce code couleur pour gagner du temps, encore une fois, sur les projets assez complexes. Organisez ces workflows dans des groupes, pareil, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et enfin, s'il vous plaît, utilisez les styles. Au début du projet, vous allez avoir un code couleur à utiliser, vous allez avoir des styles de boutons. Il faut que dans votre éditeur, chaque élément Bubble ait son propre style. Parce que au bout de plusieurs semaines de développement, si votre client vous dit « Ah bah moi j'aimerais bien changer toute la couleur des boutons primaires, les boutons d'action », vous n'allez pas aller sur toutes les pages de votre app, tous les groupes pour changer un par un la couleur de vos boutons. Si vous utilisez les styles, vous allez voir que vous allez vous remercier et me remercier à la fin de votre prestation parce que vous allez pouvoir en un clic modifier l'apparence de votre app. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur le métier de développeur Bubble freelance. Surtout si vous avez des questions, moi j'ai assez condensé les informations. Donc si vous avez encore des interrogations, posez-les-moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. C'est vraiment un super métier, ça permet de voir énormément de choses. Moi-même, je m'en lasse pas vraiment. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous est utile et elle vous aidera à vous lancer. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui aimeraient se lancer et à qui ces conseils feraient du bien. Abonnez-vous également pour ne pas rater les prochains tutos sur Bubble. Je m'appelle Maxime Herras et je vous dis à très bientôt.